Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous et toutes. Donc on va aborder le sujet de la télémaintenance sécurisée, qui est un sujet extrêmement d'actualité. Alors déjà, qu'est-ce que la télémaintenance? Donc la télémaintenance, elle permet à un technicien la possibilité de surveiller à distance une installation ou une machine. Donc dans l'industrie en particulier, la maintenance à distance, elle promet en relation avec ce qu'on appelle les maintenances intelligentes ou les maintenances prédictives, des coûts plus faibles avec une meilleure disponibilité des installations. Mais la maintenance à distance présente aussi des défis, on va voir en termes de sécurité. Donc on va expliquer comment fonctionne cette télémaintenance, quelles sont les solutions et quels sont les défis auxquels l'industrie est confrontée aujourd'hui. Alors comment fonctionne cette télémaintenance? Donc lors d'une maintenance à distance, on va utiliser un logiciel d'accès qui va permettre qu'une connexion soit établie de manière sécurisée entre un appareil et un autre afin que des données soient transmises. Donc on a deux types de transmission. Une transmission qu'on va qualifier de passive, où la personne qui est à distance va voir ce que l'utilisateur local voit ou fait sur son poste. Et on a une transmission qu'on va qualifier d'active et qui va permettre en fait à la personne distante de contrôler lui-même l'appareil sur lequel il va se connecter. Donc les appareils qui sont utilisés pour effectuer ces transmissions peuvent être des ordinateurs classiques, des portables, des smartphones par exemple. Alors la télémaintenance dans l'industrie, on appelait ça le breakdown management et on est passé à la smart maintenance. Un petit peu d'anglais, hein, comme souvent. Dans l'industrie, jusqu'alors, on gérait surtout la notion de rupture. On autorisait un accès distant dès l'instant qu'on avait un problème sur une machine et qu'il n'y avait pas de compétences locales suffisamment conséquentes pour se connecter et régler le problème. Aujourd'hui, les installations sont de plus en plus complexes et cette maintenance, elle est intégrée dans les processus en fait, d'exploitation. On a besoin d'augmenter la disponibilité de nos installations et de minimiser les dommages économiques. Donc la smart maintenance, c'est une approche globale qui va justement permettre cette maintenance prédictive. Donc la notion de télémaintenance est intégrée dès le processus de réflexion à l'outil de production. Alors la sécurité de la télémaintenance est importante à prendre en compte, puisqu'effectivement lors d'une télémaintenance, on a des informations sensibles qui vont transiter. Et il va donc falloir s'assurer que à la fois la connexion est bien sécurisée, mais aussi que la personne à laquelle l'accès est accordé est clairement identifiable. Donc aujourd'hui, on a différents profils de chiffrement. Je ne vais pas faire un cours sur les différents profils de chiffrement. On a du chiffrement symétrique, du chiffrement asymétrique. Ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est le chiffrement asymétrique, c'est-à-dire en fait un système de clés publiques, de clés privées, qui vont permettre à la fois de chiffrer le message qui va être émis, mais de l'autre côté, avec la clé privée, capable de déchiffrer en fait ce message. Et ça va permettre, par cet intermédiaire, de garantir la sécurité de la connexion et la sécurité de la transmission. Alors, on ne peut pas parler de télémaintenance sans parler de VPN, donc Virtual Private Network, qui est vraiment le support majeur qui est utilisé dans le cadre de la télémaintenance. Donc la question importante, c'est comment on peut identifier des partenaires réseau distants qui sont dits de confiance. Alors on a plusieurs solutions. La première solution, c'est l'utilisation pour la connexion d'un mot de passe ou ce qu'on appelle une clé prépartagée ou une PSK. Donc ça a le mérite d'exister, mais en termes de sécurité, c'est quelque chose qui est craquable et qui n'est pas le meilleur gage de sécurité de la transmission. Donc on peut utiliser ça, mais ce qu'on va fréquemment faire, c'est monter le curseur de sécu et on va utiliser une autorité de certification ou une CA, qui peut être publique ou privée. On va utiliser ce qu'on appelle une PKI, donc une infrastructure de gestion des clés. Et enfin, des certificats qui peuvent être des certificats serveurs ou des certificats utilisateurs. Alors, le principe simple, qu'on a schématisé pour que ça puisse être digeste, c'est une autorité de certification qui va générer des certificats.
et qui va ensuite affecter ces certificats aux différentes PKI, aux différentes infrastructures de clés. Dès lors, cette PKI va transmettre aux équipements les différents certificats. Donc les certificats, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des certificats serveurs. Donc typiquement, on va créer un tunnel VPN entre deux sites industriels. Et ben, on va générer des certificats serveurs qui vont être chargés indépendamment dans les firewalls qui sont en frontal sur les sites, je dirais, qui doivent communiquer entre eux. Les certificats clients sont plutôt utilisés pour des connexions nomades, on va voir ça après, où typiquement vous avez un PC distant qui doit se connecter sur un site, et à ce moment-là, la sécurité va être faite au travers de ces certificats clients. Alors, l'avantage de l'authentification par certificat, c'est d'une part la révocation du certificat possible. Donc typiquement, vous autorisez l'accès à votre site industriel à une société prestataire. Donc il y a un certain nombre d'identifiants, un certain nombre de certificats clients qui sont déployés. Il suffit qu'une personne possédant un certificat quitte cette société prestataire. Et ben, vous avez la possibilité, vous, de pouvoir révoquer ce certificat pour éviter qu'il soit utilisé par quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un des avantages majeurs de l'authentification par certificat. L'autre avantage, c'est la durée de validité. Donc typiquement, quand vous créez un certificat, par défaut, souvent sur les systèmes, la durée de validité, elle est 365 jours. Vous avez la possibilité de réduire cette durée de certificat. Et dans le cadre d'un accès externe, de dire, moi, je veux que j'autorise un accès distant sur mon système pendant une durée de 30 jours. Et à l'issue, mon certificat, en fait, devient obsolète. Le troisième point important, c'est la taille de clé de chiffrement. On a un petit peu parlé de chiffrement tout à l'heure. Donc effectivement, ça repose sur une clé. Et cette taille de clé, en fait, elle est paramétrable lorsqu'on utilise ce type d'authentification. Et la taille de la clé est plus conséquente que lorsqu'on utilise une simple gestion par mot de passe. Et enfin, l'identification unique par client, puisque comme je le disais, chaque poste distant va posséder son propre certificat, donc un certificat par poste client. Ah, tu vois, il bug des fois. Allez. Il bug. Merde. Ouais, vas-y. Il marche plus. Merci. Alors, les cas d'usage. En fait, on a deux principaux cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est la connexion nomade. Donc typiquement, vous êtes chez vous, vous êtes en voyage, vous avez besoin de vous connecter sur un site distant. Donc on va créer un VPN en mode nomade. Donc l'intérêt, c'est la télégestion, c'est la télémaintenance, c'est le fait d'être anonyme sur Internet, c'est le fait d'avoir des données qui sont chiffrées et d'autoriser donc du coup sur les services entreprises maîtrisés un accès distant. Vas-y Cédric. Le cas d'usage numéro 2, c'est le tunnel site à site. Donc typiquement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vous avez deux sites distants et vous avez besoin d'échanger des informations entre ces deux sites. Donc là, on va utiliser pareil la techno VPN IPsec pour faire cette connexion site à site et ça va permettre de pouvoir échanger des données de façon complètement sécurisée. Alors, les types de VPN, on a deux grandes familles de connexions VPN. Pour ce qu'on appelle des clients légers, on va avoir une techno qui s'appelle les VPN SSL, TLS ou OpenVPN. Et pour des liaisons intersites ou nomades que je viens d'évoquer, on est plutôt sur une technologie IPsec. Alors, les différences, c'est qu'en fait, en termes de sécurité, le VPN IPsec est beaucoup plus sécure que le VPN SSL. L'inconvénient, c'est que le VPN IPsec, il nécessite en fait une compatibilité logicielle matérielle entre les deux extrémités de tunnel. On a par exemple, nous, des cas de figure où au travers des Livebox Orange, il y a des tunnels VPN IPsec qui ont du mal à être montés. Donc il faut se poser cette question de compatibilité entre les deux extrémités de tunnel. Mais par contre, les VPN SSL sont plutôt utilisés pour déployer des connexions dites temporaires.
Là, avec ce qu'on vient de vivre avec la Covid, beaucoup de sociétés se sont empressées de déployer des tunnels VPN pour autoriser le télétravail. Et ça repose exclusivement sur des technologies dites VPN SSL. Donc qui sont plus simples à déployer, mais qui sont moins sécures en fait en termes de sécurité. Vas-y, Cédric. Voilà. Donc, comme je le disais, lorsqu'on veut déployer une solution de télémaintenance et qu'on veut monter son curseur de sécurité, on va dire au plus haut, bah, il est fortement recommandé de déployer des solutions VPN IPsec. Et d'ailleurs, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, que vous connaissez ou vous avez au moins déjà entendu parler, recommande aujourd'hui dans les solutions de télémaintenance l'utilisation de VPN IPsec. Il y a d'ailleurs des guides sur le site de l'ANSSI déjà depuis 2015 qui recommandaient l'utilisation en fait, de cette techno-là. Alors, les grosses forces en fait, de VPN IPsec, c'est la surface d'attaque plus réduite, des algorithmes de chiffrement qui sont plus robustes, et la majorité des vulnérabilités récentes concernent les protocoles SSL TLS. Donc là, j'ai représenté un petit schéma en bas où on a la possibilité sur ces solutions de déployer un tunnel VPN IPsec sécurisé au travers d'un client qui est installé sur un PC distant. The Greenbow, en fait, aujourd'hui, c'est une société française qui permet en fait d'assurer cette connexion VPN IPsec sécurisée. Et c'est une solution qui est certifiée par l'ANSSI. Donc on est capable de pousser le curseur jusque-là et de déployer des solutions certifiées par l'ANSSI en termes de solutions de télémaintenance. C'est bon, Cédric. Tu prends la main ? Bon, bonjour à tous et à toutes. Jean-Charles vous a parlé des solutions d'accès à distance, principalement entrantes, TLS ou IPsec. Quand on est sur de l'IPsec, c'est plus robuste, c'est plus complexe à mettre en œuvre en entrant. C'est aussi une manière d'accéder à des réseaux d'entreprises, généralement dans le haut du réseau. Quand on veut faire de la télémaintenance de machines, les machines sont dans le bas du réseau et si on l'a structuré, ça veut dire qu'on a plusieurs couches, plusieurs étapes, plusieurs zones, une DMZ à traverser dès lors qu'on est arrivé en IPsec dans le haut du réseau. Cette traversée-là, elle ne se fait pas sans dommage puisqu'une fois qu'on est rentré en IPsec sur le haut du réseau, on a encore toute une traversée de réseaux à faire, des réseaux dans lesquels on peut éventuellement intervenir. Pour penser la solution autrement, sur de la maintenance de rupture, c'est-à-dire sur incident, mais aussi sur de la mise en service de machines, donc sur des accès distants ponctuels ou répétés, on peut réfléchir et on peut travailler dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on peut aussi proposer des connexions sortantes vers des serveurs sécurisés, depuis une machine, depuis une zone, depuis une ligne de production, depuis une utilité sur laquelle on a besoin d'intervenir, que ce soit suite à une panne ou pour de la mise en service, du paramétrage par une société de prestations externes. Cette solution-là, celle qu'on vous présente aujourd'hui, elle est basée sur M2Me, une solution machine-to-machine, qui a été conçue par Ethic Telecom. Elle fonctionne sur un principe purement inverse. Là où depuis un client VPN, on entrait dans la société sur une zone concentrée et on redispatchait sur du terrain, depuis des machines ou des zones, on installe des boîtiers en ponctuel ou de façon plus permanente. Et à la demande sur besoin, les personnels de maintenance terrain peuvent déclencher des accès distants sortant vers un serveur M2Me. Alors ces serveurs, ils sont hébergés chez un opérateur souverain, ils sont redondés, ils sont sécurisés et le boîtier dispose d'un certificat et d'une authentification pour établir à la demande une connexion vers le serveur M2Me Internet. C'est une première étape qui est déjà elle-même authentifiée et chiffrée. Une fois que cette étape-là a été réussie, depuis chez
pardon, depuis chez vous, depuis le bureau, depuis l'hôtel si vous êtes en déplacement et que vous devez intervenir chez un second client, vous utilisez votre logiciel de connexion VPN M2Me sur le PC et à l'aide d'un authentifiant mot de passe, d'un certificat, vous allez établir une deuxième connexion depuis votre PC vers ce serveur. Donc d'un côté, j'ai bien une connexion sortante du site client, j'ai une connexion sortante d'un PC, où qu'il se trouve avec un accès Internet quelconque, et le serveur M2Me va authentifier les deux. Lorsque c'est fait, depuis votre PC, une troisième connexion VPN va s'établir sur l'ensemble pour assurer que si le serveur M2Me était compromis, les données qui transitent ne seraient pas, elles, compromises. Puisque l'ensemble de la connexion va être chiffré par-dessus les autres tunnels. Ça veut dire que depuis votre PC, vous rentrez sur une machine ou une zone délimitée et vous avez des accès qui vont être autorisés en fonction de votre identifiant. C'est-à-dire que le fait d'être entré sur cette machine ne vous donne pas un droit d'accès à tous les équipements. Vous avez encore des possibilités de filtrage, de restriction sur des adresses auxquelles on peut se connecter, sur des protocoles qu'on peut utiliser. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec virtuellement un PC qui se trouve sur les machines. Donc les logiciels, ce qui est assez important, les logiciels de maintenance se trouvent sur votre PC. Vous n'avez pas besoin d'un PC local qui dispose des outils de programmation automate ou autres software. Il suffit que vous les ayez à distance sur votre ordinateur, d'avoir établi cette connexion, et vous êtes sur la machine à maintenir avec les logiciels à jour nécessaires. De plus, les mainteneurs et opérateurs sur site ont la possibilité d'activer à volonté cette connexion s'ils ne sont pas informaticiens ou s'ils ne sont pas spécialistes des VPN. Il y a une entrée digitale sur ces boîtiers-là qui, couplée avec, par exemple, un bouton clé en porte d'armoire, leur permet d'activer à volonté, pour un temps donné, une connexion distante pour un prestataire. Dès lors que l'opération est effectuée et qu'elle est réussie, on coupe le bouton clé et le boîtier coupe immédiatement la connexion sortante et donc l'accès via le serveur M2Me Internet. Donc cette connexion, elle n'est établie que pour un temps donné, à volonté, par des personnels qui en ont un besoin sur le terrain. Alors cette solution, elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle est relativement souveraine, puisqu'elle est proposée par une entreprise française dont le développement, la R&D, le support sont basés près de Grenoble. Les serveurs sont hébergés chez OVH, sont redondants. On ne fait appel qu'à des solutions souveraines. Et les avantages... Non, tu peux passer, c'est bon, merci. Les avantages, c'est qu'on a une grande souplesse sur le média de raccordement Internet, aussi bien du côté PC client que du côté de l'entreprise, suivant les politiques de l'entreprise, suivant le niveau auquel elle a placé son curseur de sécurité. Elle peut accepter que cette connexion soit faite par de la 5G, indépendamment du réseau de l'entreprise jusqu'à la machine. De plus en plus, on préfère passer par le réseau de l'entreprise. Et dans ce cas, ce sont les pare-feux de la DSI qui autorisent précisément cette connexion sortante. Donc elle est initiée sur le terrain par les personnels de maintenance, dès lors qu'elle a été discutée avec les DSI qui, elles, l'ont autorisée à sortir. Donc chacun a le contrôle de la connexion. La sécurisation, elle est faite par certificat. Comme disait Jean-Charles tout à l'heure, c'est préférable à du simple mot de passe. Le mot de passe existe quand même pour l'utilisateur en complément de certificat. Il y a un certificat pour le boîtier, un certificat pour l'utilisateur, et il a en plus un login et un mot de passe qui lui donnent des droits d'accès dans la machine. Donc on a plusieurs niveaux de sécurité, et on a une connexion temporaire qui fait qu'on n'a pas de point entrant permanent sur lequel un attaquant pourrait trouver une surface d'attaque suffisante, répétée, quotidienne, et sur laquelle il pourrait tenter des connexions, puisque cette connexion n'est établie que de façon intermittente et qu'elle est protégée par plusieurs mécanismes. Ok. Merci Cédric.
Donc, comme vous l'avez entendu, hein, protection par mot de passe, protection par certificat, de l'IPsec, du SSL, de la connexion entrante, de la connexion sortante. Donc ça fait quand même pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte pour faire son choix de techno de télémaintenance. Et ça dépend aussi des contraintes internes, hein, des contraintes de DSI. Hein. Nous, les DSI, on les rencontre très très fréquemment et ces problèmes d'accès entrant, forcément, sont toujours évoqués. Donc là, on va terminer par un cas d'usage où là, typiquement, chez un client, on a eu une demande d'accès de télémaintenance. Là, on avait la possibilité d'avoir une connexion entrante. Et on avait un deuxième paramètre qui était exigé, c'était le fait de déployer une solution qui était certifiée par l'ANSI. Donc typiquement, on a mis en œuvre dans l'armoire en fait de la machine un Firewall Storm Shield, qui est une solution certifiée, qualifiée par l'ANSI. Au niveau du PC distant, donc là on est sur une solution VPN IPsec mode nomade. Donc on avait installé justement ce fameux soft The Greenbow que j'ai évoqué tout à l'heure, qui lui effectivement était le logiciel client certifié aussi par l'ANSI. Donc ça nous permettait d'avoir une chaîne globale certifiée avec donc la connexion entrante VPN et pour la sécurisation en fait de la transmission et de l'échange, une gestion par certificat. Alors la grosse force de ces solutions, c'est qu'en fait les solutions Storm Shield sont autorités de certification, donc on a pu créer notre propre autorité de certification. Et ayant créé cette propre autorité de certification, pour reprendre le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, eh ben, en fait, on a généré notre certificat utilisateur. Ce certificat utilisateur, il a donc été installé sur le poste nomade, hein, sur le PC distant. Donc ça, c'était le mode de sécurisation. On a un utilisateur qui a été déclaré, donc l'annuaire LDAP, en fait, dans le firewall, était créé. Et dans cet annuaire, on a donc créé notre utilisateur. Et à partir de là, on a pu donc lancer la connexion VPN IPsec mode nomade. On a pu l'activer. Et l'autre solution, enfin, l'autre étape, ça a été de mettre en place des règles de filtrage dans le firewall pour dire, bah, moi, c'est pas parce que j'ai mon tunnel VPN IPsec qui est connecté, qui est levé, que je vais forcément faire un open bar et que je vais laisser le poste distant faire ce qu'il veut. Ce qui fait qu'en plus de cette couche-là, on a ajouté une couche de filtrage avec une politique de filtrage, ce qui permettait de dire, bah, moi, cet utilisateur-là, eh ben, je l'autorise à se connecter à tel poste, à tel IP, de telle manière, sur tel protocole, en mettant en route en fait, les moteurs d'inspection. Et ça nous a permis à la fois de faire une connexion distante sécurisée avec un curseur de sécurité qui est quand même assez élevé et déployer des solutions certifiées, et de greffer en fait à cette connexion sécurisée des politiques de filtrage qui permettaient encore plus finement de pouvoir limiter les accès distants. Donc voilà ce par quoi je souhaitais terminer.